Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro va vous plonger dans un univers que les Ivoiriens fréquentent au quotidien, les maquis. Endroit idéal pour se désaltérer, manger, écouter de la musique, le tout dans un espace généralement ouvert. Abidjan, à lui seul, compterait 43 000 maquis qui font vivre plus de 200 000 personnes, un secteur d'activité qui attire de nombreux entrepreneurs. Au sommaire ce soir, immersion dans les coulisses des maquis d'Abidjan. Pour se démarquer de la concurrence, certains patrons d'établissements innovent. Maquis transformés en scène live géante. Sur fond de musique urbaine, maquis déclinés en village autour de sonorités traditionnelles ou encore maquis tendance VIP aux allures de boîte de nuit. Tout semble permis pour attirer une clientèle à la recherche de nouvelles expériences. Et si les Ivoiriens aiment les maquis, un mets favori qu'ils aiment y manger, la viande d'agouti, une viande de brousse que l'on retrouve dans certains de ces établissements. Vous allez découvrir dans notre second reportage une profession atypique, éleveur d'agouti. Un métier riche en défis, mais aussi en opportunités, une activité qui peut rapporter gros. Vous êtes-vous déjà mis dans la peau d'un patron de maquis? Combien de millions seriez-vous prêt à investir? Comment feriez-vous pour gérer les stocks de boissons? Quel type d'événements organiseriez-vous pour attirer la clientèle? Vous allez découvrir ce soir les réponses à ces questions. Nous allons vous plonger dans les coulisses de la vie des maquis, des établissements qui ne cessent de se multiplier et de se réinventer à Abidjan. Le business des maquis, un reportage de Yao Sansan, Ghislaine Mendonça et Omram Diabaté. Abidjan, quartier de la Palmeraie. Le gérant de ce maquis est en plein préparatif. Disposition des tables et des chaises, mais aussi vérification des stocks de boissons. Je viens contrôler si c'est bien glacé et puis ensuite faire un inventaire. Voilà, pour voir si tout est là, tout a été bien commandé à temps. Ce gérant a investi 5 millions de francs CFA il y a 7 ans pour ouvrir ce maquis. Mais au préalable, il a dû se conformer à de nombreuses mesures administratives. Je pense que pour avoir un maquis à Abidjan aujourd'hui n'est pas chose facile. Un maquis restaurant n'est pas chose facile. Parce qu'il y a plusieurs papiers administratifs qu'il faut fournir et puis avant d'être tenancier ou propriétaire de maquis. Donc tels que la mairie, les taxes de mairie, l'impôt synthétique, les taxes concernant l'hygiène. Avec une marge moyenne de 100 francs CFA sur chaque boisson, il peut gagner jusqu'à 40 000 francs CFA de bénéfices en une journée grâce à la cinquantaine de clients qu'il reçoit quotidiennement. Des clients fidèles, tous fans de l'esprit maquis. Moi, je viens au maquis après le boulot pour déstresser, juste pour passer le temps. Parce qu'après une journée stressante, il faut au moins se lâcher, voilà. S'il n'y avait pas maquis Abidjan, ok, toi aussi. Abidjan allait rester comme village parce que c'est ça, on dit Abidjan, c'est le plus doux au monde à cause des maquis. Depuis le temps de la rue Princesse, il y a des gens qui quittent en Europe spécialement pour la rue Princesse. Maintenant, il n'y a plus rue Princesse, c'est légalisé partout. En vrai, moi je suis français, donc déjà ce concept-là, il n'existe pas en France, clairement. Tu peux trouver des bars où tu peux manger des choses, et pas comme ça, pas comme des maquis. Et surtout, ce qui est cool, c'est que tu viens, tu t'assois, tu bois, tu consommes, c'est nickel. Boire, manger et écouter de la musique, le tout dans un espace ouvert. Un concept made in Côte d'Ivoire devenu incontournable. Un engouement qui pousse de nombreux entrepreneurs à se lancer dans l'activité des maquis. Principal défi dans ce business, la concurrence très féroce. Pas un quartier à Abidjan et même à l'intérieur du pays sans maquis. Abidjan à lui seul compterait 43 000 maquis qui font vivre plus de 200 000 personnes. Alors, pour se démarquer dans ce marché, certains entrepreneurs font le choix de révolutionner l'esprit maquis. Maquis transformé en scène live géante sur fond de musique urbaine, maquis décliné en village autour de sonorités traditionnelles. Ou encore maquis tendance VIP aux allures de boîte de nuit.
Des concepts qui attirent chaque week-end des milliers de clients et même des sponsors. À la clé, des recettes en dizaines de millions de francs CFA. Mais pour réussir, ces révolutionnaires du maquis doivent relever de nombreux obstacles. Professionnalisation des équipes, approvisionnement en boissons, stratégie marketing. Enquête dans l'univers innovant des maquis d'Abidjan. Bienvenue à l'internat, le temple de la musique zouglou dans la commune de Yopougon. Un maquis en version XXL, 2000 places remplies tous les dimanches, le seul jour d'ouverture. Un succès qui dure depuis plus de 13 ans. Ce jour-là, sur le podium géant, un orchestre est en répétition, sous l'œil avisé du manager des lieux. À la base, nous avons voulu participer à promouvoir le zouglou. Et nous nous sommes dit pourquoi ne pas créer une plateforme où on allait permettre à ces artistes zouglous-là de jouer en live, chose qui était rare à l'époque. Et c'est comme ça que nous avons trouvé la parade d'organiser chaque semaine un concert grandeur nature, de joindre donc à ce concert-là ce que les Ivoiriens aiment déjà, le style maquis comme vous le dites. Donc ils viennent pour le concert, mais ils ont la possibilité de consommer sur place. Et puis bon voilà, ils ont aimé, depuis 13 ans ça fonctionne bien. Pour réussir ce pari, il a fallu investir dans du matériel adapté pour les concerts. Du podium aux instruments, en passant par la régie, rien n'est loué. Ici, on a pratiquement tout sur place. Voilà, on a tout ce que vous voyez là comme dispositif pour recevoir les gens. Donc les tables, les chaises, tout est déjà positionné. Le podium, il est là, il n'est pas déplaçable. Et puis bon, voilà, on a toute la logistique pour nous. Ici à l'internat, tout ce qui est là nous appartient. D'importants investissements au montant confidentiel. Pour avoir une table ici, il faut s'acquitter au minimum d'un carton de 24 bières à 20 000 francs CFA. Des bières d'une brasserie connue de la place avec laquelle l'internat a signé un contrat d'exclusivité. Pour les dimanches, on peut vendre plus d'une centaine de cartons, pour d'autres un peu plus. Voilà. Et indépendamment de ça, il y a d'autres ventes qui se font en termes de champagne. Ce n'est pas tout. Un opérateur mobile sponsorise les soirées de l'internat. Pour l'opérateur, le maquis est un espace géant de clients à fidéliser ou à conquérir. Pour l'équipe de l'internat, c'est une aide précieuse qui vient récompenser un travail acharné. Il faut dire que c'est le sérieux qui fait que le partenaire est avec toi. Quand peut-être tu as 12 ans d'existence et que tu réussis à pouvoir honorer tes engagements vis-à-vis et de ton personnel, vis-à-vis des artistes, pour que ce que tu dis puisse se respecter, forcément, ils sont aptes à pouvoir t'accompagner pour la réussite de tes soirées. Le concert commence par l'incontournable zouglou. Mais pour diversifier sa clientèle, l'internat s'est ouvert à d'autres musiques, plus urbaines. La tête d'affiche du concert de ce soir, un rappeur en plein essor dans le showbiz ivoirien, Fior de Bior. Cette scène à l'internat est une belle occasion pour lui. Une fois le show démarré, il donne tout. Ici, on danse, on communie avec son artiste préféré et on consomme des boissons. Le nerf de la guerre de ce business. Tout commence par l'approvisionnement. Quartier de Yopougon. Ce gérant de maquis vient commander ses stocks de boissons dans ce grand dépôt. Bière, vin, sucreries et même de l'eau. Le tout pour un budget conséquent. Aujourd'hui, nous sommes venus commander pour 1 300 000. 1 300 000 de commandes comme on a venu passer pour le samedi et dimanche. Alors même, souvent même, le samedi, quand ça finit, on vient encore le dimanche pour faire d'autres commandes encore. Par week-end, les moments de fête, ça on va dans l'ordre de 10 à 15 millions de commandes. Maintenant, les jours ordinaires comme ça, où il n'y a pas de fête, ça c'est 2 à 3 millions de commandes que nous faisons. Muni de son bon de commande, c'est dans ce bureau qu'il termine son opération. En principe, ce grossiste ne vend pas au maquis. Il fournit des sous-dépôts qui approvisionnent les maquis. Si ce gérant de maquis est autorisé à s'approvisionner directement ici, c'est parce qu'il commande en grande quantité
Les maquis qui viennent commander chez nous doivent avoir au moins un certain nombre de casiers commandés. Pour être considéré comme sous-dépositaire, il faut minimum 500 casiers par mois. Et donc, si un maquis a cette capacité, automatiquement, il est rangé au même niveau qu'un sous-dépôt. Hein. Ici, ce gérant achète ses boissons au plus bas prix du marché, avec à la clé une livraison gratuite. Et ce n'est pas tout. Il reçoit des commissions annuelles du grossiste. Selon un barème, à partir de 6001 casiers commandés par exemple, il reçoit 150 025 francs CFA en boissons et plus encore pour des commandes plus importantes. Nous le retrouvons quelques heures plus tard, toujours dans le quartier de Yopougon, aux côtés de son collègue propriétaire du maquis. Dernière mise au point, avant de démarrer la soirée dans ce maquis appelé le Siablé, qui veut dire dansons en langue baoulé, ethnie des populations du centre de la Côte d'Ivoire. Une ethnie omniprésente dans le concept de ce maquis. Ce concept original s'est répandu à Abidjan. On compte aujourd'hui une cinquantaine de maquis baoulés qui attirent des clients nostalgiques de l'ambiance du village. Le village me manque. À cause de notre activité, on n'arrive pas à aller au village comme ça. Donc quand on arrive au Siablé, avec la musique, en tout cas on se retrouve au village. Ici, on ne joue que de la musique baoulée, ou presque. Même le DJ depuis sa cabine s'exprime en baoulé. Autre attraction majeure, les artistes traditionnels baoulés. Il y a des gens qui écoutent les artistes dans les radios, dans les... Bon, ils ne voyaient pas ces artistes. Donc ils veulent voir ces artistes en live. C'est pour ça que nous envoyons ces artistes ici. Yao Lazare est le manager du Siablé. Après le DJ, il va débriefer les artistes invités ce jour. Vous faites l'ambiance comme d'habitude. Voilà. Il va falloir que les clients sentent que vraiment la musique baoulée a pris de l'avant. Chaque artiste est payé entre 100 000 et 1 million de francs CFA, selon sa notoriété. Car le défi est de remplir les 1800 places du Siablé. L'établissement n'ouvre que les week-ends pour éviter les plaintes récurrentes de riverains sur le désagrément sonore du maquis. Sur un week-end, le Siablé peut glaner des bénéfices allant de 2 à 3 millions de francs CFA. Des bénéfices fruits du concept de ce maquis et des artistes invités, mais aussi du travail de Lazare, le manager. Manager, un rôle essentiel pour promouvoir et faire vivre les maquis. Pour comprendre, nous retrouvons l'un d'entre eux à son domicile. Emeba, 35 ans, est manager de maquis depuis plus de 15 ans. Un métier qu'il a appris sur le tas auprès de ses aînés. Il ne se passe pas 10 minutes sans qu'il ne fasse des publications sur les réseaux sociaux. Objectif, faire connaître son maquis pour gagner de nouveaux clients. Ouais, comment tu vas Thierry? Merci pour la soirée d'hier. Thierry m'a soutenu, merci encore. Voilà. Voilà. Donc le mardi, je t'invite là-bas. Et pour fidéliser ces derniers, il multiplie les appels. Un manager, tu dois remplir ton répertoire à chaque moment. Les nouveaux clients qui viennent, tu dois rester toujours en contact avec eux pour prendre les numéros, échanger. Quand ils viennent à la soirée, quand ils rentrent à la maison, allô, ouais, comment tu vas? Tu es bien entré. Là, ils voient que tu prends soin de lui. Là, demain, quand tu l'appelles, il revient encore dans ton maquis ou dans ton bar. Certains de ses clients sont même devenus des amis. L'un d'entre eux lui rend visite. L'occasion de réserver une table pour le week-end avec une avance sur sa consommation de 50 000 francs CFA. Quand il y a des réservations, c'est là qu'on connaît la valeur d'un manager. Parce que c'est pour ça que je vous ai dit qu'un établissement a toujours besoin d'un manager. Tout ça, c'est tout ça. Tu fais l'avancement du maquis ou soit du bar. Parce que sans un manager, le bar n'est rien, mais le maquis n'est rien. Emeba compte des milliers de contacts dans son téléphone. La valeur du manager s'évalue à son carnet d'adresses. Il peut gagner entre 35 000 et 70 000 francs CFA par semaine, sans compter un pourcentage sur les boissons vendues et les pourboires.
C'est à la rue Princesse à Yopougon que se trouve le maquis d'Emeba. Une rue où les maquis ont connu leurs années de gloire. Mais jugés trop bruyants, ils ont dû fermer. Pour reconquérir cette rue, il a fallu se réinventer. C'est le cas du Stade de France, l'établissement de Emeba. Les gars sont là, ils sont là. Un maquis haut de gamme avec des salons conçus, un décor de boîte de nuit. Emeba, dans son rôle de manager, ne manque pas de publier sur les réseaux sociaux les photos de la soirée pour attirer toujours plus de clients. Avant, il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, il faut mettre du paquet, les jeux de lumière à haut niveau, la climatisation. L'établissement nous a coûté au moins 125 millions, voilà, pour mettre le confort. Pour rentabiliser cet important investissement, le promoteur de ce maquis mise sur une clientèle VIP prête à dépenser jusqu'à 200 000 francs CFA par soirée. Ici, on vend du champagne, des liqueurs entre 30 et 125 000 francs CFA l'unité, avec à la clé de bonnes marges. Espace VIP, espace traditionnel ou encore espace géant de concert, le concept Made in Côte d'Ivoire de maquis demeure le lieu de divertissement le plus prisé des Ivoiriens. Un lieu qui n'a pas fini de surprendre. Et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Claude Fagama, directeur général de l'industrie touristique et hôtelière, Josué Niawa, président de la plateforme des propriétaires de maquis, et Bintou Silla, manager du maquis Espace Académie du Zouglou. Monsieur le directeur général, Josué Niawa, Bintou Silla, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans Made in Africa ce soir. Alors, Niawa Josué, comment expliquer l'engouement des Ivoiriens aujourd'hui pour le phénomène des maquis? Je suis fier de parler de ça. L'engouement aujourd'hui, c'est une fierté pour nous. Les Ivoiriens ont adopté le maquis, ils aiment le maquis, et nous, on en profite et on est content aujourd'hui du fait que les Ivoiriens se soient appropriés leur maquis. Alors, Bintou, est-ce que vous considérez que c'est un concept 100% ivoirien, la notion de maquis? Je dirais oui. Vous êtes d'accord, José Niawa? Je dirais oui. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, du fait qu'ils aiment s'amuser, ils aiment s'éclater, donc le concept est devenu... Alors, mais nous, quand on est nés, ça existait déjà. Hein. Ça date de quand, les maquis? Comment c'est venu? Ça date de quand? On a hérité de ça. Ouais. Docteur Claude, on est heureux d'être avec vous ce soir. Dites-nous, le phénomène des maquis, d'après vous, ça remonte à quand et comment c'est né? Le phénomène des maquis a commencé dans les années 50 avec les femmes de la famille ghanéenne. C'est ce que les Écritures disent. Et ensuite, ce concept a été récupéré par la suite par les femmes baoulées. Ça, c'est dans les années 50. Et en 1970, précisément, c'est à cette date précise que le concept a été vulgarisé par un artiste musicien ivoirien. Je veux parler de Jimmy Hyacinthe, paix à son âme. Et donc, c'est lui qui, à travers donc, une chanson très mythique d'ailleurs, a vulgarisé le concept de maquis en Côte d'Ivoire. Et donc, cette chanson s'appelle Maquis Lo. Donc, c'est à travers cette chanson que Jimmy Hyacinthe a donc je vais dire, vulgariser le concept de maquis en Côte d'Ivoire. Alors, petit détour historique, c'est assez intéressant. Dites-nous aujourd'hui, Bintou, c'est un espace de convivialité, aujourd'hui, les maquis, un espace de joie. Est-ce qu'on peut considérer cet espace-là comme étant un business rentable, les maquis, finalement? Et oui, c'est un business rentable du fait que ça regorge beaucoup de structures. Ouais. Il y a la restauration, hormis la vente de boissons, il y a d'autres business qui s'y font. Donc, du coup, c'est un événement de haute. Niawa Josué. Il y a la restauration, comme elle vient de le dire, et puis il y a la boisson. Il y a d'autres choses encore qu'on développe à côté. Ouais. Mais vous ne donnez pas d'exemple, c'est pour ça que depuis, on est friand d'exemples. En plus de la restauration, oui. Il y a la boisson, il y a d'autres choses que vous développez. Il y a le spectacle. Le spectacle, le spectacle que nous offrons à nos clients qui viennent. Ouais. Dites-moi, vous voulez ouvrir un maquis, à peu près la mise de départ, oui. Ça peut coûter combien? C'est des millions? Assez.
Ça dépend de comment tu veux orienter ton maquis. Il y a des maquis qui ont un coût de 5 millions, il y a des maquis qui ont des coûts de 2 millions. Mais quand tu veux faire vraiment une bonne affaire, c'est au-delà de plus de 100, 200 millions. Waouh. Oui. Et alors, l'investissement va dans quoi? Dans tout. Aujourd'hui, notre partenaire nous donne des chaises, c'est vrai, mais il y a des fauteuils de luxe. La sono. La sonorisation, la toiture, décoration, tout. Tout le va design avec. du maquis. Et le personnel. Ouais, justement. C'est lourd. Hein. Docteur Clos, aujourd'hui, vous êtes à la tête de ce qu'on appelle l'industrie touristique et hôtelière. Est-ce qu'on a aujourd'hui des chiffres pour savoir à peu près combien pèse le secteur ou le sous-secteur des maquis? Est-ce qu'on a des chiffres aujourd'hui? On a des chiffres. On a des chiffres globalement en ce qui concerne l'économie touristique en Côte d'Ivoire. Donc, on pourrait aller dans les détails pour faire le point de chaque sous-secteur. Donc, globalement, l'industrie touristique avant la survenue de la Covid-19, en 2019, c'est les dernières statistiques, contribuait à hauteur de 7,3% au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Avec la situation de la Covid, le secteur globalement a contribué en 2020 à hauteur de 1,5% du PIB. Vous voyez la chute brutale de 7,3%. En 2020, donc, on est descendu à 1,5% de contribution au PIB. Et en 2021, la contribution du tourisme qui est passée donc de 1,5 à 1,8% en 2021. Nyawa Josué, est-ce que malgré la Covid, les maquis ont résisté économiquement? Beaucoup de maquis n'ont pas pu résister à l'attaque de cette pandémie-là. Nous avons même tourné pour ça, nous avons approché le gouvernement pour que nous puissions sensibiliser nos maquis, les visiter, pour leur demander de prendre patience et puis leur apprendre comment désormais ouvrir et puis travailler pendant la Covid. Mais alors, comment vous avez tenu le coup en 2020? Non, c'était pas facile, mais avec beaucoup de... Alors, question. Patience et puis... vous avez eu beaucoup de pertes, je suppose? Oui. Beaucoup. Alors, les boissons que vous achetez, vous les achetez cash, par chèque, par virement bancaire? Comment ça se passe le marché de C'est cash. C'est cash, ouais. Okay. Par contre, est-ce que vous avez quand même le temps de déposer une partie de l'argent sur les comptes bancaires ou alors ça tourne tellement vite qu'on n'a pas forcément le temps? Bon, personnellement, nous, on travaille tout le temps avec. Voilà. Du jour au jour, selon les sorties, il faut commander la boisson. Donc, ça tourne. Ouais. Je me disais que s'il y avait une activité sur vos comptes bancaires régulièrement, pendant la crise, ça aurait pu aider aussi les banques qui voient l'activité à avancer ou pas. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Ce que tu vas mettre à la banque, c'est pour tes enfants demain. C'est pour toi-même quand tu apprends pour te soigner. Mais sinon, vous avez besoin d'argent pour travailler. Mais bien sûr. Tout le dépositaire ou le fournisseur de boissons ne peut pas te... Il n'attend pas. Il n'attend pas. Docteur Clos, qu'est-ce que le gouvernement a fait pendant cette période, sachant que les maquis, on parle de 43 000 en Abidjan, dans toute la Côte d'Ivoire, sur votre plateforme? C'est ce qu'ils ont compté, mais Abidjan de plus que ça. Bon, sur votre plateforme, déjà, celle que vous... la plateforme des producteurs de maquis, ils sont plus de 250 000 sur le territoire. 250 000 sur tout le territoire. Oui. Donc, c'est vraiment une économie qui est vraiment importante. Qu'est-ce que vous avez pu faire pendant la crise de Covid pour voir comment est-ce qu'on a soutenu les tenanciers de maquis? Bien, il faut dire que le secteur a été fortement impacté du point de vue négatif. Au premier chef, hein? Oui, justement, c'est l'un des secteurs qu'on a déclaré comme étant secteur sinistré, puisque en réalité, les mesures conservatoires qui ont été prises par le gouvernement à l'occasion de cette crise étaient de fermer les maquis, les bars et les restaurants. Donc, c'est de la fermeture à 100%. Donc, en riposte donc, à la Covid-19, ça, c'était les mesures qui avaient été prises donc, par l'État. Et l'État, reconnaissant quand même, a pris des mesures d'accompagnement par rapport à ces mesures de fermeture. Et les mesures d'accompagnement ont consisté à créer globalement 3 fonds de soutien. Le fonds de soutien aux PME, aux petites et moyennes entreprises. Il y a le deuxième fonds qui est le fonds de soutien aux grandes entreprises. Et le troisième fonds, c'était le fonds de soutien au secteur informel, le FACI. Voilà les 3 fonds qui ont été mis en place par l'État. Et effectivement, le secteur de la restauration et des maquis est un secteur fortement informel. Mais l'État a mis en place un fonds de soutien au secteur informel, malgré le fait que la majeure partie des entreprises qui évoluent dans ce secteur soient informelles. Mais vous vous rappelez des montants à peu près qui étaient destinés au FACI? Pour le secteur qui nous concerne ce soir, le secteur de la restauration, je crois que nous sommes à 779 millions de francs CFA
ça a été des prêts qui ont été faits à 25 restaurants qui remplissaient un certain nombre de critères. Vous voyez qu'il vient de vous dire qu'il y a près de 200 000 établissements dans le secteur, mais à l'occasion de la Covid-19, et vu les critères qui avaient été arrêtés pour pouvoir bénéficier de ces fonds de soutien, il n'y a que 25 000, quand j'ai fait la revue de la documentation existante, 25 restaurants qui ont pu bénéficier des prêts. 25, c'est très peu. Je suppose que dans votre plateforme, vous ne vous souvenez pas avoir reçu... Les mains des Nyawa. Voilà. Les mains des Nyawa. Je sais bien. On va y arriver. On va y arriver. Alors concrètement, vous êtes chargé de la régulation. La question des maquis, c'est aussi la question de la consommation d'alcool. Comment est-ce que c'est régulé en matière de gestion des mœurs? Est-ce qu'il y a des normes qui sont appliquées ou qui sont imposées pour éviter que les moins de 18 ans aient accès à certains espaces? Oui, bien sûr. Le rôle de l'État, c'est effectivement la régulation du secteur. C'est la création d'un environnement favorable à l'éclosion de ce secteur pour qu'il puisse jouer pleinement le rôle qu'il a à jouer dans l'économie nationale. Donc, à ce niveau, lorsque vous voulez exercer dans le secteur de l'hôtellerie, du tourisme, de la restauration, vous devez avoir une autorisation. En ce qui concerne en tout cas les restaurants, c'est une autorisation qui est délivrée par le ministère du Tourisme. Et donc, cette autorisation, pour l'avoir, il y a un certain nombre de documents qu'il faut fournir. Et parmi ces documents, il y a effectivement des documents en provenance de la police mondaine qui permet de régler la question que vous venez de poser. Donc, dès lors où vous avez cette autorisation, en principe, vous êtes dans les règles. DJ qui parle baoulé, musicien baoulé, chanteur des maquis villages. On a des maquis qui sont un peu VIP et tout ça. Alors, est-ce que cette diversification, c'est quelque chose de nouveau? Bien sûr. Ouais. Ça n'existait pas à l'époque. À l'époque, nos maquis étaient beaucoup traditionnels. Mais aujourd'hui, ils sont devenus modernes. Par rapport à ce qui vit, ce qu'on a aujourd'hui. Il faut être professionnel. Aujourd'hui, vous voyez que vous parlez de maquis baoulé, de maquis bété, de maquis guéré. C'est ça. Le guéréland qui existe aujourd'hui, qui n'existait pas à l'époque. C'est pour se diversifier. Ouais. Aujourd'hui, chez vous, par exemple, à l'Académie du Zouglou, c'est quoi qui vous différencie? Chez nous, l'ambiance, nous avons une bonne ambiance et notre espace est convivial et il y a en tout cas une très bonne sonorisation. Alors, est-ce qu'il y a une classification aujourd'hui des maquis? Est-ce qu'il y a des niveaux? Est-ce que ça existe aujourd'hui, une classification? Depuis le mois de janvier dernier, 2022, il y a un décret qui a été donc signé et qui fait obligation à l'ensemble des établissements évoluant dans le domaine du tourisme et des loisirs, bien entendu, d'être classés. Voilà. Et contrairement aux établissements hôteliers, là, c'est 5 étoiles. Vous avez de 1 étoile à 5 étoiles. Mais pour les maquis et les restaurants, ce serait 3 taliers. Donc, le 1 talier, c'est, je vais dire, la gamme normale. 2 taliers, c'est moyen de gamme. Et puis, 3 taliers, ce serait le top niveau. Donc, le classement est imminent. Ça va se faire cette année? Oui, ça va se faire cette année. Okay. Pour les établissements hôteliers, ça commence déjà la semaine à venir. Et pour les restaurants, ça va suivre. Donc, c'est programmé pour être fait. Et puisqu'en réalité, il faudra je veux dire, à la veille de la CAN, qu'il y ait un répertoire d'établissements recommandés au niveau de l'hôtellerie, au niveau de la restauration. Voilà, justement. Donc, on a besoin de faire ce classement. Bintou Sylla, vous aimez la viande d'agouti? Oui, bien sûr. Nyawa, ça va de soi? Moi, il n'y a pas de tout un mot. Alors, vous restez avec nous, on en parle, nous l'avons vu. Les maquis ont plus que jamais le vent en poupe en Côte d'Ivoire. Des maquis où l'on peut boire, mais aussi manger. On retrouve parfois à la carte de la viande de brousse, agouti, hérisson, biche. Des animaux de plus en plus demandés par les consommateurs. Et l'entrepreneur que nous allons vous présenter maintenant, lui, il mise sur l'agouti. Emmanuel Cablan est le fondateur d'Olaco de Côte d'Ivoire. Il a tout abandonné pour s'adonner à l'élevage de ces petits rongeurs. Profession éleveur d'agouti. Un reportage de Yao Sanson, Jesslem Mendonça et Émilie Roman Kofi. À la périphérie d'Abidjan, rendez-vous dans un maquis d'un autre genre. Dans un décor pittoresque, sous les arbres, tout est fait pour rappeler l'ambiance comme au village. Ici, pas de musique comme dans les maquis baoulés, mais des repas cuisinés au feu de bois. La principale attraction, c'est la viande de brousse. Ici, c'est un maquis restaurant. Et nous, comme particularité, nous avons la viande de brousse et puis la tête de mouton. Notre spécialité même, c'est la tête de mouton.
Mais les gens viennent plus à cause de la viande de brousse. Agoutis, hérissons, biches, des animaux de plus en plus demandés par les consommateurs. Une demande à même de décimer ces espèces, victimes d'une chasse incontrôlée. Et si ce drame devait arriver, le maquis de Madame Quadio pourrait disparaître, faute d'approvisionnement. Une crainte qui n'est pas partagée par la gérante. Même si il arriverait que la viande de brousse disparaît, il y a ces temps-ci certaines personnes qui font des élevages, par exemple. On peut prendre chez eux pour vendre, pour continuer le commerce. Si cette tenancière de maquis est sûre de la pérennité de son business, c'est parce que depuis quelques années, des entrepreneurs ont fait le pari d'investir dans un élevage atypique. L'Olacode, communément appelé agouti. Cet élevage non conventionnel, appelé holacodiculture, est une alternative à la chasse qui permet pour l'heure de satisfaire un marché qui pèserait 200 millions de dollars en Côte d'Ivoire. Mais la chasse, en plus d'être interdite, représente une menace pour la survie de ces espèces. En effet, certaines, comme le pangolin, sont en voie de disparition. Alors l'élevage apparaît comme le moyen de les préserver tout en permettant leur consommation. Des opportunités flairées par Emmanuel Cablan, fondateur de la Côte d'Ivoire. Cet étudiant a tout abandonné pour s'adonner à l'élevage de ces petits rongeurs. Son plus gros défi, être capable de satisfaire un jour le marché de la consommation de la viande de brousse. À 70 km d'Abidjan, vers Agboville, ce jour-là, Emmanuel Cablan a rendez-vous avec un de ses associés pour un état des lieux de sa ferme. Bonsoir. Bonsoir, oui. monsieur Cablan. Comment vous allez? Ça va. D'accord. Donc là, je suis là pour une visite. On voit également comment se portent les animaux et tout ça. Ok. D'accord. Installés sur 400 mètres carrés, ils ont investi 15 millions de francs CFA dans cette ferme, dont près de 12 millions ont servi à la construction du bâtiment. Le reste pour l'achat des premiers Olacodes. Les cages sont faites de façon étagée, de sorte à pouvoir gérer l'espace. On a une quarantaine d'animaux ici. Normalement, vu que c'est un nouveau bâtiment que nous sommes en train d'aménager, nous sommes en train d'envoyer des animaux ici. Donc, à long terme, c'est-à-dire à la fin, d'ici peut-être 2 ou 3 ans par là, on doit pouvoir abriter 3000 têtes d'Olacode. Un élevage très peu connu, car l'Olacode est un animal sauvage. Calme-toi. Oh, c'est bon, attends. Il a été domestiqué au fil du temps dans les zones rurales et plus professionnellement dans des centres de recherche, notamment au Bénin, pays pionnier dans l'holacodiculture. Il convient justement de faire l'élevage parce que si on continue à consommer comme ça sans faire l'élevage, il va arriver souvent même que peut-être d'ici 2000, voilà, ça va disparaître. On dira à nos enfants qu'il était une fois, il existait des Olacodes en Afrique. En plus d'être salvateur pour la préservation de l'espèce, l'élevage requiert des coûts de production très faibles. Les rongeurs se nourrissent à 70% d'herbes disponibles en brousse et de compléments alimentaires. Il est coûteux, mais comparé à l'élevage de poulet, c'est signifiant. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est certains éleveurs de poulet justement qui le disent. Parce que là, lors des formations, on a des éleveurs de d'autres qu'un, des poulets, des lapins, des porcs et tout ça. Mais quand on évalue le coût de production, eux-mêmes ils reviennent pour dire effectivement que ailleurs c'est bien plus cher que les Olacodes. Voilà. Et nous, pour nous, comme il dit, on fait une fois pour toutes. Le bâtiment existe pour longtemps. Eux, à chaque fois, il faut reprendre. C'est ça le souci. Voilà. Mais très peu de personnel aussi? Pas beaucoup. Là, par exemple, il y a 2 personnes. C'est suffisant même pour faire un truc de 500 têtes, 1000 têtes. Moins de charges en personnel. Car en holacodiculture, les tâches consistent essentiellement à nettoyer les cages et à préserver le calme sur le site. Les bruits extérieurs font paniquer ces rongeurs qui peuvent se blesser en se cognant aux parois. Dans cet élevage, le taux de mortalité est d'environ 10%, plus faible que celui des élevages de poules où le risque d'épidémie est grand. Un Olacode en bonne santé peut vivre 9 ans et peser jusqu'à 10 kg. À partir de 5 mois, les femelles peuvent se reproduire et mettre bas jusqu'à 10 petits.
Il faut attendre 7 mois pour qu'ils soient prêts pour la consommation. Mais pour l'heure, Emmanuel ne les commercialise que pour la reproduction. Lui, c'est un mâle. C'est un mâle d'environ 7 mois. Il est vendu en reproducteur, c'est-à-dire on le vend pour la reproduction, pour ceux qui veulent faire l'élevage, pas pour la consommation. Parce que pour vendre pour la consommation, il faudra avoir un nombre conséquent. Il ne faut pas vendre avec seulement 1000 têtes et puis bon, finalement, quand vous allez voir les restaurants, ce qu'ils demandent, c'est 10 têtes par jour. Et ça, c'est un seul restaurant. Si vous avez 1000 têtes, vous imaginez, si vous vendez 10 têtes par jour, à moins d'un an, vous avez fini de décimer votre cheptel. Or, ce qu'on veut, c'est de pouvoir avoir, pas peut-être une autosuffisance en termes de protéines animales des holocodes, mais c'est au moins suffit, même le marché à 20%. Pour cela, il faudra produire 50 000 têtes d'holacode par an. Pour relever ce défi, la stratégie d'Emmanuel est de fédérer le plus d'éleveurs possible pour attaquer le marché de la consommation. Ces éleveurs sont ses principaux clients. Jour de livraison pour Emmanuel Cablan. Dans ses bidons, 2 holocodes à destination de cette ferme de Grand Bassam. Il a écoulé près de 800 têtes l'année dernière pour un chiffre d'affaires d'environ 25 millions de francs CFA. Mais Emmanuel ne compte pas s'arrêter là. En plus de fournir des animaux reproducteurs, il apporte un accompagnement et un appui technique aux autres éleveurs. Le but étant de pouvoir faire face ensemble à une demande de plus en plus importante. Ce client, à son tour, vendra ses holocodes reproducteurs. Il fait partie d'un réseau d'une centaine d'éleveurs qui se préparent à alimenter le marché de la consommation d'ici 2 à 3 ans. Un marché de la consommation qui s'étend à l'international, notamment en Asie, en Amérique du Sud et en Europe, à travers la diaspora africaine. Cette demande serait de 35 tonnes de viande de brousse par mois. Une véritable mine d'or pour Emmanuel et ses associés, sur un marché qui pourrait permettre à Holacode Côte d'Ivoire d'atteindre 400 millions de francs CFA de chiffre d'affaires par an. Des sommes auxquelles Emmanuel n'aurait jamais rêvé quand il s'est lancé dans cette activité. C'est ici, à Grand Bassam, au domicile familial, que Emmanuel Cablan débute dans l'holacodiculture il y a 6 ans. Voici la première cage confectionnée pour accueillir ses 6 premiers holacodes, commandés au Bénin avec un investissement de 200 000 francs CFA. Cette maison lui sert encore de bureau pour son entreprise, constituée en 2020. Une aventure dans laquelle il s'est lancé un peu par hasard. Son flair lui aura donné raison. Emmanuel ne regrette pas d'avoir abandonné ses études en géologie, qui auront pourtant coûté 2 millions de francs CFA à ses parents pour se consacrer entièrement à l'holacodiculture. Aujourd'hui, il n'a rien à envier à ses amis d'université. Étant étudiant, comme il dit, je ne pensais pas devenir éleveur un jour. Ça, c'était entrepreneur peut-être. Voilà, je pensais justement entreprendre dans les différents domaines. Pour moi, je pense à un étudiant qui est parti à l'école, qui a acquis des compétences, doit pouvoir mettre ses compétences à lui-même d'abord, son service d'abord. Des anciens amis de fac, mais aussi des inconnus qui le sollicitent régulièrement pour investir dans l'holacodiculture, à tel point qu'il a mis en place une formation dédiée à cet élevage. C'est sur le toit de sa maison familiale qu'Emmanuel forme les aspirants à l'holacodiculture depuis 1 an. Alors, je suis Emmanuel Cablan, associé gérant à Holacode Côte d'Ivoire. Donc, je suis chargé de vous dispenser cette formation ce jour. Alors, pour cette formation, nous allons voir 5 modules. Ce jour-là, il reçoit une trentaine de personnes, venues pour certains de l'intérieur du pays, pour tout connaître de ces petits rongeurs. De la construction à l'entretien des cages, en passant par la reproduction, l'investissement et la rentabilité de l'activité, tout est passé en revue. Une formation à la fois théorique et pratique. Quand vous l'attrapez, ne laissez jamais d'attraper là ou à la tête. Parce que vous voyez son museau là, c'est sous, c'est-à-dire c'est proche du cou.
Lorsque vous les attrapez là, surtout quand les plus gros, vous ne faites pas attention, vous essayez de mettre le doigt dans la bouche. Et là, il va mordre. Parce que quand il a mal, il serre la dent. Il se défend. Il se défend. Voilà. Donc, pour éviter de se faire justement mordre, ce qu'on fait, on attrape, c'est-à-dire dans la cage, ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire vous n'attrapez pas au bord ici, ni tout au bord ici. Vous attrapez à la finition de la queue. Ah bon? Une fois là, il ne peut plus faire de bond. À ce jour, il a déjà formé plus de 200 personnes. Si cette formation rencontre un certain succès, c'est parce qu'il a su l'adapter aux réalités de ses apprenants, occupés à d'autres activités. En un jour, moyennant 35 000 francs CFA, il leur donne les clés de la réussite. La rentabilité de l'activité ne laisse personne indifférent. Avec 20 femelles et 10 mâles, pour un investissement de 2,5 millions de francs CFA, on peut obtenir sur 2 ans 400 têtes de la côte, à même de rapporter 13 millions de francs CFA de chiffre d'affaires, seulement dans la vente pour la reproduction. Nous venons de commencer. On n'a pas encore totalement fini, mais déjà la rentabilité, voilà, déjà ça claque dans mes oreilles. Donc je pense que je vais bien écouter la formation, maîtriser voilà, les rudiments et puis voir dans quelle mesure voilà, me lancer dans cette activité. Si cette femme décide de se lancer, elle deviendra pour Emmanuel une potentielle cliente pour la vente de ses holacaudes reproducteurs. Elle intégrera par la suite le réseau des éleveurs d'holacaudes Côte d'Ivoire, avec qui elle entend dans un futur proche attaquer le marché de la consommation. Retour sur le plateau de Made in Africa ce soir avec ce business rentable dont nous allons parler. Vous savez, quand on parle de la côte, ce sont des agoutis. Et pour cet autre débat, accueillons sur ce plateau Kwan Achille, associé et formateur à Holacaude Côte d'Ivoire, Lanciné Bakayoko, journaliste et chef de service économie de la rédaction de RTI1, et Dr Ouattara Minigbeban, coordonnateur national des filières de production animale et halieutique. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, petite question déjà pour vous, qu'est-ce que ce reportage vous a inspiré? C'est un exemple des opportunités qui peuvent se développer en Côte d'Ivoire autour d'autres élevages que les élevages dits conventionnels, les bovins, les ovins, les poulets de chair et les pondeuses. Lanciné Bakayoko, c'est une source d'emploi à laquelle on ne pense pas, les agoutis. Alors c'est une véritable niche d'emploi pour la jeunesse ivoirienne. C'est vrai, le métier n'est pas tout à fait connu, mais il a besoin d'être vulgarisé parce que les jeunes Ivoiriens pourraient avoir leur compte dans cette activité qui aujourd'hui commence à avoir pignon sur rue. Alors, on va revoir tout à l'heure le parcours de notre ami Emmanuel Cablan, mais première des choses, est-ce que la chasse de l'agouti et sa consommation, est-ce que c'est autorisé? Docteur. Officiellement, les informations que j'ai, c'est que la chasse est fermée depuis 1974, si je ne me trompe pas. Et donc, voilà un peu l'information officielle. Je vais poser la question à Achille. Vous êtes formateur, vous êtes associé à Holacaude Côte d'Ivoire. Vous produisez des holacaudes, donc des agoutis. Vous en faites la reproduction. La consommation est-elle autorisée d'après vos informations? Oui, la consommation, on va dire, elle est autorisée dès l'instant où elle n'est pas, je veux dire, officiellement interdite. Elle peut se faire seulement. La chasse, elle est interdite. Ouais. Donc, du coup, la chasse est interdite, mais la consommation, elle n'est pas pour autant interdite. Du coup, l'élevage est l'alternative. Exactement. Lanciné. La reproduction artificielle, comme le font la Côte d'Ivoire, je pense que ça vient régler le problème de l'agression de la faune sauvage. Je pense que c'est les agoutis qui sont dans le portefeuille de la faune sauvage qui se trouvent interdites. Okay. Mais la reproduction, l'élevage, je pense qu'elle est autorisée. Alors, si vous avez choisi de vous intéresser à l'holacaude par rapport à d'autres produits, comme des poulets et tout ça, c'est peut-être à cause de la rentabilité aussi, entre autres choses. Entre autres, oui, la rentabilité. On peut pratiquer l'holacaudiculture et faire autre chose à côté.
c'est pas trop contraignant, il faut juste nourrir les animaux, il faut prendre certaines dispositions. Et quand vous faites tout cela, vous êtes assez relax dans l'activité. Et bien entendu, il y a le côté pécunier qui intéresse plus d'un. Ouais. Et voilà, on vit de l'activité et l'activité nourrit son homme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes rentable? Oui, nous sommes rentables, mais il faut dire qu'on a pris un processus parce que nous ne faisons pas l'agouti pour le moment pour la consommation. Nous faisons que pour la reproduction. Du coup, on a commencé depuis près de 6 ans, mais c'est, on va dire, il y a 1 an de cela seulement que nous avons commencé à vendre. C'est-à-dire que nous avons attendu un moment pour avoir un plus gros cheptel afin de pouvoir commencer maintenant à pouvoir vendre les reproducteurs. J'ai une question rapidement sur les coûts. Un agouti vendu sur le marché, il aurait coûté combien? On va faire le kilo entre 6 000 et 8 000 francs le kilo. C'est le kilo, mais bon... il sera pesé et vendu. Oui, mais l'agouti, lui, en général, il présente combien? C'est les mâles qui sont les plus gros. Ouais. On a des mâles qui vont jusqu'à 10 kilos. OK. Les mâles qui... Oui, vous voulez réagir? Oui. D'abord, ce que je voulais dire, c'est que l'élevage de l'agouti est une activité d'appoint. Et cette activité peut être intégrée notamment au système de production des paysans. C'est-à-dire que c'est une activité subsidiaire qu'on peut faire à côté des activités classiques que nous menons dans nos plantations. Mais en ce qui concerne les prix, en général, les reproducteurs, généralement qu'on appelle les reproducteurs parentaux, sont autour de 35 000 francs, 30 à 35 000 francs. Et quand on va au niveau de la consommation basique, je veux dire au sein de la population, quand on fait un tour dans les marchés, il faut compter autour de 15 à 20 000 francs par tête. Docteur, est-ce que c'est la norme que les reproducteurs coûtent plus cher que les produits mis à consommation du public? Dans le principe de l'élevage, nous passons de la chasse à l'élevage. Oui. Donc, par le processus de la domestication. Donc, dans la domestication, puisque nous voulons avoir un noyau pour pouvoir faire la reproduction, il faut stabiliser d'abord ce noyau. Donc, pour pouvoir stabiliser ce noyau, tous les éléments sont nécessaires pour qu'on mette le prix qu'il y a dessus. C'est ce qu'ils font. C'est l'étape à laquelle ils sont. Voilà. Donc, c'est pour cela que, plus généralement, les reproducteurs coûtent plus cher que, éventuellement, les engrais, les mâles qu'on ressort parce que, généralement, on laisse les femelles dans le cheptel pour pouvoir poursuivre la reproduction. Ouais. Dans le cadre de l'ANADER, il y a un programme national de promotion de l'holacodiculture qui se déroule actuellement à Toumoudi. Qui est en cours. Qui est en cours et qui est basé à Toumoudi. On se forme en combien de temps? La formation se fait à la carte. Et les modules de formation que nous avons actuellement portent sur 2 semaines. Quand on veut faire une formation, il y a les aptitudes qu'on veut faire passer. Il peut y avoir des gens qui sont déjà dans l'activité qui viennent, comme des gens qui se démarrent complètement, qui apprennent l'itinéraire technique nouvellement. De sorte que, pour l'essentiel, c'est qu'il y a la formation sur l'habitat, sur le matériel de reproduction, sur les aspects de la santé et sur les aspects économiques. Et ça coûte combien de se faire former? En tout cas, au moins 50 000 francs. OK. Est-ce qu'on a évalué aujourd'hui les besoins? Comment? Est-ce qu'on a évalué les besoins, la demande au niveau national en matière d'holacode? Ce qu'on a comme chiffre, c'est peut-être le réseau d'éleveurs dont on dispose afin de contribuer à réduire un peu la pression sur les holacodes que nous... Et vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, la production est faible? La production est faible actuellement. Donc, il faut toute une stratégie pour attirer de plus en plus de personnes, et c'est ce que vous faites? Exactement. C'est ce que nous essayons de faire tant bien que mal depuis un certain nombre d'années. Nous avons décidé d'aller vers les chefs-lieux de région pour faire connaître cette activité et réduire le coût pour que plusieurs personnes puissent se faire former et pouvoir entrer dans cette activité qui est une AGR, une activité génératrice de revenus qui nourrit son homme, comme on le dit. Alors, mais comment on arrive à la consommation? Parce que pour l'instant, c'est pas évident. C'est 7 mois pour la reproduction, c'est bien ça? C'est 5 mois de gestation. 5 mois de gestation? Oui. Ensuite, quand ils sont après la naissance, quand on les vend en reproducteur, c'est à partir de 4 mois. Ils sont sexuellement matures à partir de 6 mois, mais on les vend 2 mois avant leur maturité sexuelle pour permettre qu'ils s'adaptent sur le nouvel acquéreur, celui qui va les trucs. Et si c'était pour la consommation? Si c'est la consommation, 7 mois. Ouais.
Moi, je pense qu'au stade où nous en sommes, il va falloir compter sur la recherche scientifique. Parce que je pense qu'avec, c'est vrai, il ne suffit pas aujourd'hui d'avoir les meilleures techniques, d'avoir le matériel adapté, mais je pense que nos chercheurs ont la capacité aujourd'hui de réduire les cycles. Ah mais ça tombe bien, on a un chercheur avec nous. Est-ce que c'est possible pour nous de faire des reproductions qui prennent moins de temps? Est-ce qu'il y a des espèces qu'on a étudiées dans le monde qui se reproduiraient dans un délai plus court? Ou alors est-ce qu'il y a une façon de reproduire en beaucoup plus grand nombre? Ce que la recherche arrive à stabiliser actuellement, c'est d'abord au niveau des reproducteurs. Mais au-delà des reproducteurs, il y a la préoccupation aussi de l'alimentation, parce que l'alimentation, quand elle est maîtrisée aussi, elle permet éventuellement de pouvoir avoir des produits plus rapidement commercialisables. Voilà. Très bien. Le marché de la consommation, pour l'instant, vous êtes en train de faire de la reproduction. On reproduit, on reproduit, on reproduit. Oui. À quel moment on atteint le niveau critique pour passer à la consommation? C'est quoi votre stratégie? Alors, nous, notre stratégie, c'est de pouvoir, comme je le disais tantôt, de pouvoir avoir le maximum de personnes. Combien? Si on a à peu près, je vais dire, entre 500 et 1000 éleveurs ou lacodiculteurs installés, et qu'on a une production globale d'environ 10 000 à 20 000 têtes, en ce moment, et seulement en ce moment-là, nous allons commencer à attaquer le marché de la consommation. Quand même 15 millions investis dans votre installation, à peu près 12 millions dans la construction. Oui. Ça absorbe beaucoup d'argent quand même. Oui, ça absorbe, mais il ne faudrait pas qu'on soit déjà calé par le côté financier. Celui qui a les moyens de pouvoir commencer avec 200 000, avec 500 000, il peut déjà commencer. Et l'activité, au fur et à mesure, va lui permettre d'atteindre l'objectif qu'il veut atteindre. Lansini Bakayoko, on a vu cette activité que moi, je découvrais en tout cas dans ces détails-là. Quand vous regardez les perspectives de croissance de l'activité d'élevage d'Olacodes, qu'est-ce que vous voyez d'ici 5 ans? Moi, je vois... D'abord, je voudrais dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a quand même un plan de prophylaxie pour lutter contre les maladies liées à l'élevage de l'agouti. Donc, quand on y ajoute les questions d'aliments ou bien cette guérison naturelle liée au milieu, dans les cages ou dans les enclos, je pense que tout ça, l'un dans l'autre, la filière a quand même un avenir. Oui, docteur, un dernier mot pour vous. Juste indiquer que pour les perspectives, c'est une structuration qui est en train de se mettre en place, autour en tout cas du programme national de promotion de l'agriculture à Tumodi. Et nous avons donc ce programme aussi de formation au programme au PNPA à Tumodi, qui permet éventuellement, tous ceux qui sont formés sont suivis, installés, et ça permet à peu près de suivre à peu près le développement de cette filière en Côte d'Ivoire. Merci, Dr Ouattara. Vos portes sont ouvertes? Oui, nous sommes très ouverts, et d'ailleurs, nous appelons tous ceux qui seraient intéressés à venir nous rejoindre. Nous sommes ouverts, nous n'allons rien cacher de ce que nous savons. Nous voulons que plusieurs nous rejoignent. Et nous aussi, on veut que de plus en plus de jeunes dames, de jeunes hommes s'intéressent à cette activité qui est pourvoyeuse d'emplois et de revenus et qui pourrait booster notre économie. Merci à notre chef de service économie. Merci beaucoup à vous, Achille Pan. Merci à Dr Ouattara d'avoir été là. Vous avez déjà dit votre dernier mot. Je sens que vous voulez donner un dernier mot après le dernier mot. L'invitation au PNPA, au Programme national de l'agriculture à Tumodi. À Tumodi. Merci infiniment. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet, c'est www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa TV pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa. Merci également aux équipes de la RTI pour la réalisation. Bonne suite de programmes sur RTI 1 et n'oubliez pas, intéressez-vous à l'Olacodi Culture. À bientôt.